Olivier Nicolas, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Église. Vous êtes donc le premier secrétaire fédéral de Guadeloupéenne du Parti socialiste. Vous avez été un fidèle de Victorin Lurel pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que pendant toutes ces années, vous avez nourri cette ambition de faire un parcours politique au sein du PS et par là même de devenir le premier fédéral du Parti socialiste? Écoutez, j'ai adhéré au Parti socialiste, j'avais 18 ans. Et je vais vous dire franchement, je ne connaissais pas 17 Victor. ou 18 17 ou 18 ans, voilà, ça se joue. En 92, c'est l'année de mes 18 ans, mais si vous voulez, j'avais un peu moins de 18 ans. Donc voilà. Mais voilà, donc je suis rentré au Parti socialiste à une période où je ne connaissais pas Victorin Lurel, et c'était le reflet de l'engagement qui était le mien. Et la politique m'a toujours passionné. J'ai grandi à Basse-Terre avec un père qui était très engagé, pas politiquement au sens élu, mais qui travaillait à la mairie de Basse-Terre comme directeur des services techniques sous la municipalité de Jérôme Cléry. Et comme ça, je me suis éveillé à la chose politique. Et en 92, je suis donc rentré au Parti socialiste dans l'Hexagone, puisque j'y faisais mes études. Et donc, tout naturellement, je me suis engagé, j'ai milité, parce que je pense qu'il faut qu'on défende ses idées quand on a envie que les choses changent, et j'étais animé par cette volonté-là. J'ai eu une carrière de journaliste. Après, je suis revenu en Guadeloupe en 2004, effectivement, après une rencontre avec Victorin Lurel. Et très clairement, je n'étais pas du tout programmé pour être faire un parcours politique. Et d'ailleurs, je considère au moment où je vous parle que je suis dans une animation d'un parti politique, mais je ne suis pas un élu. Je ne me confonds pas mon rôle avec celui d'un élu. Je suis là pour animer une force politique où il y a des élus, des gens qui sont en fonction, en responsabilité, d'autres qui aspirent à le devenir. Et au moment où je vous parle... Mais vous aspirez vous aussi à le devenir? Oui, mais je veux dire, c'est pas mon sujet du moment. Déjà parce que, en termes électoraux, je ne peux pas me présenter à une élection puisque j'ai été directeur de cabinet il y a moins d'un an. Et donc, je veux dire, les échéances immédiates ne sont pas celles qui m'animent au moment où je parle. Parce que mon objectif est de redresser une famille politique, un parti politique qui a connu des défaites, qui a connu des difficultés et qui en connaît encore. Et ce travail-là m'occupe déjà beaucoup. C'est un travail bénévole, néanmoins, qui m'occupe à plein temps. Et donc, pour le moment, mon horizon, c'est pas celui-là. Si les choses évoluent dans un sens où j'aurais fait mes preuves, peut-être qu'effectivement, je serais peut-être intéressé par aller plus loin. Mais au moment où je vous parle, j'anime un parti politique et mon objectif, c'est de défendre ces couleurs-là, de défendre ces idées-là. Et puis, on verra bien par la suite. Donc, alors, tous ceux qui disent que vous serez aux prochaines élections législatives se trompent. C'est des gens qui n'ont pas lu le code électoral et qui ne savent pas que quelqu'un qui a été en fonction pendant moins d'un an avant l'élection, en tout cas dans la fonction qui était la mienne, ne peut pas être candidat à une élection. Donc moi, je le sais, je l'ai dit depuis le début, je l'ai même dit sur ce plateau quand vous nous avez reçus avec les 3 autres candidats à la fédération. Je n'étais pas dans une espèce de parcours tout tracé. Je souhaite faire mes preuves. Je souhaite montrer que le Parti socialiste peut rénover son logiciel, peut repartir en conquête dans un certain nombre de communes où il est aujourd'hui absent. Et mon objectif, c'est celui-là. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que vous n'avez pas la fibre guadeloupéenne, vous n'êtes pas guadeloupéen forcément? Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent. Qu'avez-vous à dire à cela? Et est-ce que vous êtes touché profondément par certains propos? Je serais touché si j'avais un doute. Mais moi, je connais mon identité, je sais où je suis né, je sais en savent au là l'ombric en moins terré. Donc voilà, alors même si j'ai parfois des difficultés effectivement à passer du français au créole, mais j'ai grandi à Basse-Terre, je suis un enfant de Basse-Terre, j'ai joué au foot à Basse-Terre, au Cigne Noir, j'ai grandi dans les écoles de Basse-Terre et j'ai fait ensuite mes études. Alors si la question de la guadeloupéanité se mesure à la couleur de ma peau, il faut alors regarder celle de mon père, celle de mon grand-père qui est un nègre, comme on dit chez nous. Donc voilà, je suis le produit du métissage guadeloupéen, je sors comme je suis, je n'ai pas quelque part à prouver quoi que ce soit. Ceux qui me connaissent savent où je suis, d'où je viens, et exactement quelle est mon identité. Et elle est pleinement celle d'un Guadeloupéen fier de l'être. Guadeloupéen fier de l'être. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'enfant du PS qui s'adresse aux Guadeloupéens, parce que vous êtes légitime? Est-ce que c'est le pur produit de l'homme Victorin Lurel? Est-ce que c'est celui qui a voulu
s'émanciper et se dire j'ai une voie à tracer et j'ai un parti à rénover, mais différemment, autrement, et sortir des vieux clichés? Je crois qu'il ne faut jamais confondre la fidélité et le fait d'être inféodé. Je suis d'une fidélité totale à la personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Victorin Lurel. J'ai travaillé avec lui pendant longtemps, à la région d'abord, pendant 8 ans, au ministère des Outre-mer, entre 2012 et 2014. Ensuite, j'ai travaillé avec Georges Paul-Langevin, puis ensuite, j'ai travaillé avec Josette Borrell-Lincertin. Mais avant ça, j'avais une vie. J'ai été journaliste, j'ai été étudiant, et je ne me résume pas à mes fidélités. J'ai ma vision des choses, j'ai mon caractère, j'ai ma façon de fonctionner. Donc je ne suis pas inféodé. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, quand je me suis présenté, Toto, il a plutôt eu tendance pas à me déconseiller d'y aller, mais disons que ce n'était pas sa demande, et c'était même son souhait était que je réfléchisse vraiment à ce que je voulais faire. Parce que probablement, pour toutes les raisons que vous avez dites déjà au début, peut-être que j'aurais une barrière à franchir, à expliquer pourquoi je m'engage, parce que j'étais un homme de cabinet, donc quelqu'un qui reste dans l'ombre, et puis aussi parce que se pose toujours la question, oui, quand on me voit, mais olay sotsi, olay fait. Qui mounait ça. Donc effectivement, moi, il m'a questionné sur ma réelle volonté, le fait de savoir est-ce que j'étais assez endurci pour prendre les coups. Des coups, je sais que j'en prendrai, j'en ai déjà pris. Et puis la politique, c'est un monde dur, rude, mais je le ferai avec mon style, avec ma façon d'être. Et avec Victorin, ce qui est très bien, c'est que quand on n'est pas d'accord, on en parle. Et on n'en parle pas sur les plateaux de télé. On essaie de se convaincre mutuellement que l'un ou l'autre a raison. Et je crois justement que la fidélité n'exclut pas le fait de pouvoir être en désaccord, de pouvoir le dire. Et je peux vous assurer une chose, il n'est pas derrière mon épaule toujours à regarder ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Il ne commande pas ma parole. Par contre, on est dans un dialogue intellectuel permanent. Et je peux vous dire une chose, on parle beaucoup de la Guadeloupe et beaucoup de l'avenir du territoire. Et souvent, on reproche aux hommes politiques de ne pas faire dans la transmission. Et voilà, il est la preuve qu'il ne s'est pas opposé à ça. Et il m'a dit, par contre, voilà, tu vas devoir faire tes preuves. Je vais commencer à le faire, j'espère. Ouais. En tout cas, il vous conseille. Je reçois des conseils de tous mes camarades, que ce soit mes camarades maires, que ce soit ses conseils à lui. Et encore une fois, j'ai mon parcours. On peut dire que moi, j'ai fait un choix en 2004. J'avais une carrière de journaliste toute tracée. J'aurais dû être nommé correspondant à l'étranger dans le journal dans lequel je travaillais depuis 6 ans. Et puis j'ai fait ce choix de revenir au pays, et encore une fois je ne l'ai pas fait par une fidélité ou par pour suivre un homme. Au départ, je ne connais pas Victorin Lurel, je l'ai vu en campagne, je l'ai vu dans le débat sur le référendum en 2003. Je trouve qu'il pose des questions très justes. En 2004, je trouve qu'il porte ce qui manquait à la Guadeloupe, c'est-à-dire une alternance au système qui était en place avant. Et donc oui, d'abord c'est un électeur citoyen qui a toujours voté en Guadeloupe, qui vient pour voter pour quelqu'un parce qu'il croit qu'il peut apporter quelque chose. Quand il vous propose dans la foulée, parce que vous avez des discussions, parce que quelque part vous manifestez un intérêt pour le faire, il ne m'a pas demandé, encore une fois, d'être inféodé, d'être sa chose. Et encore une fois, je ne me défendrai pas éternellement de ça. Jugez-moi sur pièce. On verra. Alors, les Guadeloupéens auront à vous juger sur pièce. Vous avez les militants socialistes d'abord, puisque je vous répète, je ne suis pas élu. Donc je ne suis pas dans une élection. Donc pour le moment, je fais le travail que les militants socialistes m'ont confié, que les adhérents du Parti socialiste m'ont confié. Mais les Guadeloupéens vous ont à l'œil et ils regardent bien ce que vous êtes en train de mettre en place, puisque vous avez dit que vous voulez reconstruire la politique de gauche. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise cette politique de gauche dont vous parlez? Alors vous savez, la gauche aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui où elle est divisée, morcelée, fragmentée, et avec plusieurs écuries, il faut revenir aux fondamentaux, savoir quelle gauche on défend, parce que la gauche, Mélenchon se défend de la gauche, défend les couleurs de la gauche, dit-il, même s'il ne prononce plus le mot, je vous fais remarquer. S'il parle d'union populaire, mais c'est aujourd'hui pas son marqueur aujourd'hui. Il a décidé de dépasser ça. Mais il y a une gauche qui est protestataire depuis toujours, qui a sa vision, son approche des choses. Et puis il y a une gauche qui est social-démocrate, dont on dit plus raisonnable. Parfois on la qualifie de social-traître ou de gauche timide. Moi je parle de gauche responsable, de gauche qui veut vraiment changer les choses. Et je dis souvent,
c'est une colère souvent qui fait naître l'envie de changer les choses. Mais la colère à elle seule, elle ne réussit pas toujours à changer les choses. Et même, j'ai envie de vous dire qu'une fois qu'on a dépassé le stade de la colère, il faut transformer les choses par des lois. Si on reste dans un système démocratique, dans un système républicain, quel qu'il soit, République française ou n'importe quel système, du moment qu'il est démocratique, encore une fois, ce sont les lois qui changent les choses. Ce sont des processus encadrés. On n'est pas dans une anarchie complète. On ne propose pas de révolutionner le système économique brutalement du jour au lendemain. Donc la gauche que moi je défends, c'est une gauche qui transforme le réel. C'est une gauche qui change les choses, mais encore une fois, en ayant l'esprit de responsabilité. On ne fait pas 2 années où on ouvre les vannes et on fait n'importe quoi, et puis brusquement, on comprend qu'il va falloir changer de cap. Non, c'est une gauche patiente, qui change les choses par la loi et qui rétablit un certain nombre d'injustices, qui combat les inégalités. Ça, c'est la gauche que je défends. Et ça, c'est la gauche qu'avec mes camarades, et on va essayer de reconstruire. Parce que ce n'est pas l'idée de gauche qui a été mise à mal ces derniers mois, ces dernières années. C'est la manière dont on a mis les choses en place. C'est aussi... Oui, mais on sait bien que les gens disent, oui, mais la gauche, entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, on n'y comprend plus rien. Mais ça, je comprends. On ne voit pas quelles sont les limites des frontières. Je comprends. Donc, à la limite, à quoi ça sert de parler de gauche ou de droite? Je comprends qu'on le dise. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe, c'est le ni droite ni gauche. Donc, quelque part, d'ailleurs, on se détermine par rapport encore à ces positions-là. Donc, aujourd'hui, c'est ni droite ni gauche ou et droite et gauche. Et on essaie de faire croire que finalement, tout ça n'a pas d'importance. La réalité, c'est que ce sont des politiques de droite qui sont menées, en tout cas au niveau national. Quand on dit qu'on est et droite et gauche, en général, on est et de droite et de droite. Rien d'autre. Alors, on a reproché à François Hollande de mener une politique qui n'était ni de droite ni de gauche. Oui, sur un certain nombre de points, on peut reconnaître que ce quinquennat a dérivé. Il a fait une loi travail qui est clairement pas celle que moi j'aurais défendue. D'ailleurs, en 2015, j'ai quitté le gouvernement où je travaillais, puisque j'étais conseiller au cabinet ministériel de Georges Paul-Angevin, notamment parce que j'avais ce désaccord-là. Je ne voulais plus travailler dans... Vous ne saviez plus où vous étiez. Non, mais je considérais qu'un certain nombre de marqueurs sont sacrés. Et la question du travail est importante. Quand on veut libéraliser le marché du travail, pourquoi pas, ça plaît en général au patronat, aux entreprises, mais on réduit les droits sociaux. On voit aujourd'hui d'ailleurs que la logique a été poussée jusqu'à revoir le système d'assurance chômage à la défaveur des travailleurs. Donc là, il y a un moment donné où il faut savoir dire non. Donc ce quinquennat, oui, malgré des choses extrêmement positives, notamment pour la Guadeloupe, la régulation économique, un certain nombre de projets qui ont été portés, le cyclotron, ça, ce sont des acquis du quinquennat Hollande. La loi égalité réelle qui n'a pas été mise en place et qui pourtant portait des choses. La loi sucre, pareil, sur les taux de sucre qui a été mise en place et qui malheureusement a été oubliée en chemin. Eh bien ça, c'était des marqueurs intéressants. Moi par contre, quand on fait la loi travail pour libéraliser, pour encore quelque part faciliter un peu trop les choses au monde de l'entreprise, en défaveur des travailleurs. Là, je dis qu'il y avait une ligne rouge qui était franchie. Autre sujet, la déchéance de nationalité, ça pareil, ça a heurté profondément la gauche. Donc oui, cette fin de quinquennat a nécessité qu'on revoie et qu'on rebatte un peu les cartes. Et aujourd'hui, c'est ce travail qu'on doit conduire. Et il faut admettre qu'il est plus long que prévu, parce qu'aujourd'hui, on est en bouleverse, comme on dit, avec d'autres crises qui sont venues, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise économique. Et il y a plein de choses qui nécessitent aujourd'hui, justement, que les valeurs de justice sociale, que les valeurs de solidarité soient remises au goût du jour, parce que notre société est en train de se déliter. Il faut avoir vraiment conscience de ça. Alors justement, là, vous avez un défi, c'est-à-dire... pour les élections présidentielles avec Anne Hidalgo, vous aurez l'occasion de montrer ce que vous pouvez faire, parce qu'il s'agira de convaincre les Guadeloupéens de voter pour Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle fait recette aujourd'hui en Guadeloupe? Lorsqu'elle est venue, il y a eu
ce meeting à Basse-Terre, où il y a eu une centaine de personnes à Basse-Terre. Alors, je conteste formellement ce chiffre parce qu'on a compté, on était plutôt proche de 200, sans compter la délégation qui l'accompagnait. Il y avait plus de 100 personnes. Attendez, ça dépend à quel moment vous considérez le meeting. Au tout début du meeting, mais on connaît comment ça se passe chez nous. Les chiffres qui ont été diffusés et divulgués. Écoutez, moi, je vous redis, après, évidemment, les chiffres, si vous comptez au début du meeting, effectivement, il y avait peut-être 100, 120, 130 personnes, mais on était proche des 200. Mais quelque part, Madame Boisset, c'était intéressant de savoir est-ce qu'on pourrait avoir beaucoup de monde ce jour-là. On est dans un territoire où le couvre-feu avait été lâché la veille. Moi, combien de personnes m'ont dit, moi, tu vois, c'est pas une histoire de couvre-feu, mais me retrouver dans une salle sans distanciation, on contrôlait pas le pass vaccinal, puisque les meetings politiques n'y sont pas astreints. Donc, il y a eu des gens qui sont pas venus à cause de ça. Finalement, c'est pas ça l'important. L'important, c'était de venir, de réunir les personnes qui étaient intéressées. Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de personnes. Bien sûr qu'on aurait aimé le faire en plein air, par exemple. Ça aurait été intéressant. Donc l'idée simplement c'était qu'elle fasse un meeting dans lequel elle défende son programme, ses idées, qu'elle remobilise aussi nos militants parce que cette élection présidentielle, cette campagne présidentielle, regardez ce qui se passe. Pourquoi Basse-Terre ? Mais parce que Basse-Terre, c'est le chef-lieu de la Guadeloupe, premièrement. Deuxièmement, c'est une mairie socialiste qu'on a conquis avec brio. Les socialistes sont très présents en Basse-Terre. Terre de Haut, Basse-Terre, vous avez Baïf, vous avez Vieux Habitants. Donc on est plutôt dans un endroit où effectivement nos militants sont présents. Mais nos militants ne sont pas très différents des personnes, des citoyens guadeloupéens qui considèrent qu'en ce moment, se réunir, c'est compliqué. On avait une jauge, vous savez, la jauge de l'auditorium, on ne pouvait pas mettre plus de 200 personnes. On est arrivé au taquet de ce qu'on pouvait mettre à la fin du meeting. En principe, c'est 400 personnes. Non, madame, c'est 325. Et quand vous faites 2 places sur 3, eh bien, vous arrivez à peu près à 200 personnes. Je suis désolé, il y a un concert après, le concert a respecté exactement la même jauge, donc elle peut être vérifiée. Mais vous voyez, vous essayez de m'emmener sur des comptes d'apothicaires sur un meeting. Non, le fond du fond. On essaye de comprendre. Écoutez, le fond du fond, on est avec une candidate qui est peut-être renommée en Guadeloupe parce qu'elle a une renommée en tant que maire de Paris. Elle est assez peu connue. Donc effectivement, on a monté ce voyage déjà en assez peu de temps. On lui a fait visiter un certain nombre d'enjeux. On lui a fait rencontrer des personnes qui sont engagées aujourd'hui dans le pays, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'économie. Donc elle a fait une visite comme on pouvait le faire dans le timing qui nous était imparti. Et surtout, elle n'est pas venue flatter les bas instincts, elle n'est pas venue flatter une situation ou jeter de l'huile sur le feu. Elle est volontairement venue pour essayer justement de porter un message qu'une gauche de transformation sociale peut avoir des positions équilibrées, peut avoir un projet pour le pays, peut venir justement expliquer comment elle peut transformer la relation entre la République et les Outre-mer, et la République et la Guadeloupe. Et je pense qu'on est au cœur du sujet aujourd'hui. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui l'a précédé, n'a pas su convaincre plus qu'elle ? Mais encore une fois, vous savez, c'est dans les urnes que ça va se jouer. C'est pas le nombre de personnes qui viennent dans un meeting. Encore une fois, quand Jean-Luc Mélenchon vient, on n'est pas exactement dans la même situation sanitaire puisqu'il est venu avant décembre, avant la grande vague. Nous, on en sortait à peine. Donc, il est arrivé juste avant les vagues où on a eu 17 000, 15 000, 17 000 cas de Covid. Et encore une fois, je vous dis, on vient... Jean-Luc Mélenchon est venu lors du conflit social. Oui, bien sûr. Il est venu, il est parti au CHU, il a rencontré les syndicats. On est d'accord que l'ambiance du moment peut-être était plus porteuse. Nous, on est dans un moment où effectivement l'activité repart, où les gens commencent à ressortir. Et je vous redis, mais je trouve abracadabrantesque, et c'est la preuve que cette campagne présidentielle, elle est mal barrée. Parce que vous êtes sur des sujets de savoir qui a mis plus de personnes dans une salle ou autre. Éric Zemmour, c'est celui qui remplit le plus de salles en France. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est lui qui porte les solutions pour le pays ? Est-ce que vous trouvez que c'est vers Éric Zemmour qu'on doit se porter un pétainiste, négationniste voilà. Donc, alors, je n'ai pas parlé d'Éric Zemmour. Mais je vous dis, si on regarde les questions juste par le prisme de l'affluence dans un meeting, effectivement, c'est ceux qui parlent le plus fort, c'est ceux qui vocifèrent, c'est ceux qui crient, qui réussissent à remplir. Vous savez, il y en a d'autres, vous savez ce qu'ils feront ? Ils ne viendront pas, déjà. Ils ne viendront pas. Vous verrez que tous les candidats ne viendront pas. Et puis vous en aurez d'autres qui se garderont bien d'organiser un meeting.
Donc nous, on a pris notre risque dans une période qui était difficile, dans une zone où on a mobilisé nos militants. Et je peux vous dire une chose, les militants socialistes de Basse-Terre et du sud Basse-Terre, et ceux qui sont venus d'ailleurs en Guadeloupe, sont repartis reboostés. Et si, ne serait-ce que ça, c'était déjà quelque chose d'énorme, parce que cette campagne désespère tout le monde. Et ça, vous êtes dans la rue comme moi-même, et vous entendez tout le monde vous dire, cette campagne ne parle pas de nos sujets, ils se foutent de nous. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a tous, mais tous, à reconquérir le cœur des citoyens. Et je vous redis encore une fois, ceux qui viennent pour dire aux gens, je suis d'accord avec vous, je vous soutiens, y compris en propageant de fausses rumeurs sur les différents sujets qui étaient sur la table à ce moment-là, oui, c'est facile. Nous, on vient avec un sujet qui n'est pas facile. On vient en disant, ce que nous vous disons que nous allons faire, nous allons vraiment le faire. Voilà. Oui. Alors Olivier Nicolas, c'est vrai, il y a des chiffres, il faut en parler, on ne peut pas faire fi des chiffres, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'était pas utile que la gauche puisse être unie? Est-ce que c'était impossible de conjuguer avec Christiane Taubira? Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin de rassemblement de la gauche, selon vous? Est-ce que, une petite gauche à droite, à gauche, c'était ça, la solution? Christiane Taubira dit, moi, je suis prête. Je crois que je fais partie de tous ces gens de gauche, tout ce peuple de gauche qui est profondément désolé de voir justement l'éclatement et la division. Et je crois que tous, d'une manière ou d'une autre, on a essayé de rechercher l'union. Seulement pour l'union, il faut qu'il y ait un accord général. On ne l'a jamais eu, cet accord. Pas plus quand Christiane Taubira s'est lancée. Elle a peut-être pensé qu'en annonçant qu'elle venait, tout le monde allait se ranger derrière elle. Et puis brusquement, on s'aperçoit que les seuls qui auraient dû se ranger derrière elle, c'est Anne Hidalgo. Donc il y a comme un sujet quand même de savoir qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette élection. Soit on réussissait à s'unir tous, et pour ça, ça impliquait de se mettre d'accord sur une base programmatique, et puis surtout d'être d'accord sur les modalités de désignation de ce candidat unique. Il ne faut pas se mentir. Hein. Faire ça à 3 mois de l'élection, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, nous sommes tous désolés de ça. Quand Anne Hidalgo s'est lancée en septembre, on se lance en général dans une campagne électorale rarement 3 mois avant. Christiane Taubira a fait ce choix. Pourquoi pas ? Quand on se lance dans une élection en septembre, on annonce justement un peu ce qu'on veut faire. Dès que Anne Hidalgo a commencé à être mesurée dans les sondages, on lui a mis Arnaud Montebourg, qui finalement n'est pas candidat. Donc ça a brouillé le message. Puis 3 mois après, Christiane Taubira rentre dans le jeu. Peut-être qu'elle ne sera pas candidate si elle n'a pas les parrainages, puisque Anne Hidalgo les a et que Christiane Taubira ne les a pas. Mais vous voyez qu'encore une fois, le jeu qu'on a joué avec les sondages. Donc tout le monde se retrouve à des niveaux absolument ridicules comparé à la vraie force que la gauche peut représenter. On a désespéré le peuple de gauche. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement avec des candidats dont on ne sait pas si le 4 mars, ils sont véritablement candidats. Donc on espère, on formule le vœu que cette campagne commence enfin, qu'il y ait des débats, projet contre projet, que des gens puissent vraiment discuter des vrais sujets, des vrais programmes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'interférences quand on voit que Ségolène Royal dit « Oui, mais le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon ». On peut s'interroger. Bah oui, mais j'ai encore envie de vous dire, Ségolène Royal vient troubler un jeu en se mettant à l'inverse et à rebours complètement des valeurs qu'elle a défendues. C'est une social-démocrate. Elle appelle aujourd'hui à voter pour Jean-Luc Mélenchon, grand bien lui en face. Aujourd'hui, Ségolène Royal, elle vient rajouter à cette confusion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 2 lignes à gauche ? C'est ça la seule vraie question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut incarner et rassembler toute la gauche aujourd'hui ? Moi, je pense que non. Ségolène Royal pense que oui. Bon, très bien. Elle le soutiendra, elle votera pour lui. Mais quand vous savez d'où vient Ségolène Royal et les positions qu'elle défend, je pense que le message qu'elle envoie, c'est pas un soutien à Jean-Luc Mélenchon, c'est un règlement de compte avec sa famille politique. C'est rien de plus que ça. Et la gauche crève de ça. La gauche crève de cette incapacité à penser justement dans la transformation du pays et l'intérêt du pays. Elle règle ses vieux comptes. Donc il y a peut-être une génération qui doit à un moment donné sortir de scène et laisser peut-être de nouvelles énergies apparaître pour justement... Est-ce que
Anne Hidalgo, c'était le bon choix pour le PS? À ce moment-là... Quand on regarde les sondages, écoutez, désolé, mais quand on regarde les sondages, est-ce que c'était le bon candidat? Yves Boisset. Quand le Parti socialiste a commencé à réfléchir à la présidentielle en 2019-2020, nous sommes allés voir un certain nombre de personnes, de personnalités de la gauche. Nous sommes allés voir Christiane Taubira. Christiane Taubira, entre 2017, la défaite de François Hollande, et 2021, nous ne l'avons pas entendue, nous ne l'avons pas vue. Aucune prise de position, aucune critique du gouvernement, elle était ailleurs. Okay ? Quand nous avons fait, nous sommes allés voir Bernard Cazeneuve, il a réfléchi, finalement il n'a pas voulu. Il y a un moment donné où surgit Anne Hidalgo, qui est une femme d'État, c'est incontestable. Elle dirige une des plus grandes capitales du monde. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui sait gérer une collectivité. Tous les candidats ne peuvent pas en dire autant, surtout à gauche, et qui a démontré justement, et pas qu'une collectivité, c'est presque un petit État, Paris. Donc oui, j'ai envie de vous dire que c'était la bonne candidate à partir du moment où, en plus, elle manifestait le souhait d'y aller. Qui a manifesté le souhait d'y aller, à part elle? Stéphane Le Foll. On a vu, les militants socialistes ont eu à trancher ça. Donc aujourd'hui, on peut toujours se demander... Donc elle s'est imposée au PS. Mais elle ne s'est pas imposée, madame. Elle a proposé sa candidature, elle a défendu, elle a dit « Est-ce que je suis l'une des vôtres ?» Mais bien sûr que c'est l'une des nôtres. C'est une socialiste authentique. Elle n'a pas été dans la maison macroniste En Marche pour se vendre ou pour s'arranger. Elle a continué à défendre sa position. Elle est restée à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher de ce point de vue-là? Rien du tout. Alors aujourd'hui, vous me parlez des sondages. Mais évidemment, les sondages sont là pour essayer d'atteindre arriver au rang de la prédiction. Forcément, si tous les gens répètent « elle est à 3%, elle est à 3%, elle est à 3%, je vous dis encore une fois, c'est pas ça le sujet. On ne parle que d'une chose dans cette campagne. Et je comprends que les citoyens soient dégoûtés de cette campagne. On ne parle que des ralliements du Front National vers Éric Zemmour. On ne parle que du niveau des sondages. On demande est-ce que Christiane Taubira va s'arrêter. On demande est-ce que Jadot va aller jusqu'au bout. Ce sont quand même des questions qui doivent être posées. Oui, mais on ne peut pas faire fi de tout cela. On ne pose que de celle-là. Regardez, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Vous ne m'avez pas demandé une proposition d'Anne Hidalgo. Vous ne m'avez pas demandé une seule fois est-ce qu'elle défend encore un projet. On aura le temps d'y revenir avant les élections mais la preuve, c'est que ça intéresse les gens, mais ça ne vous intéresse pas, vous les médias. Parce que vous ne posez jamais cette question-là. Oui. Vous êtes prête à faire 10 minutes sur le programme, sur le meeting, vous êtes prêt à faire 10 minutes sur le niveau des sondages, et puis si on a le temps, on parlera éventuellement d'une ou deux propositions. Mais vous voyez... on aura le temps pour les propositions. Bien sûr. Elle est venue en Guadeloupe, il était important de comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Mais croyez-moi, elle n'a pas parlé de ces 3%, elle n'a pas parlé de Jean-Luc Mélenchon, elle a parlé de son programme, elle a parlé de l'augmentation du SMIC de 15%, elle a parlé de toute une série de mesures qu'elle est prête à prendre, la suppression de Parcoursup, des odyssées industrielles, du grand plan d'investissement pour la Guadeloupe. Vous voyez, tout ça, ça peut être intéressant, de ce qu'elle est prête à faire pour que nos collectivités accèdent à une plus grande autonomie de gestion. Vous voyez, ça, c'est des sujets. Mais voilà, on va nous renvoyer... que d'autres ne proposent pas. Non, c'est pas qu'ils proposent pas, c'est que si on doit amener les gens à décider, il faut leur permettre de décider projet contre projet. Si jamais on peut, ne serait-ce que proposer une proposition, une idée, ça ne marchera jamais. On sortira tous de cette émission en se disant il parlait politique encore, politique. On n'a pas parlé des sujets, on n'a pas parlé du pouvoir d'achat, on n'a pas parlé de ce qu'il faudrait mettre en place. Alors j'aimerais vous dire que nous aurons le temps et nous prendrons le temps de passer en revue les différents programmes et tous les programmes. Et ainsi, la population pourra se faire une idée. Il était important que vous puissiez nous dire ce qu'on a pu retenir du passage d'Anne Hidalgo. Non, ce qui est important, c'est qu'elle a remobilisé les socialistes. Ce qui est important, c'est qu'elle nous enjoint, nous, les élus, les militants, les responsables du parti, à nous mobiliser et à ne pas avoir peur d'aller vers les gens, vers les citoyens, leur porter justement nos propositions, leur dire « Oui, vous avez entendu qu'elle est à 3%, mais voilà ce qu'elle propose. » Parce que tant qu'on nous remettra simplement dans cette idée de savoir est-ce que c'est elle la bonne candidate, est-ce qu'on va se poser la question jusqu'au 10 avril, et puis le 10 avril, on aura dit « Ah, c'est bête, on n'a jamais entendu une proposition de sa bouche. » Mais vous voyez, cette campagne, elle est menée
presque dans cet intérêt-là, le buzz, le clic, faire en sorte que savoir est-ce qu'il a bien clashé un tel, est-ce que Mélenchon a donné la bonne vanne. Et moi je vous dis, quand vous allez voir Mélenchon ou quand vous allez voir Zemmour, aujourd'hui vous allez au spectacle. Vous allez aussi voir, mais nos joutes politiques sont un peu comme ça. On va au meeting. Mais est-ce qu'on n'est pas tout le temps au spectacle ? Est-ce qu'on n'est pas tout le temps au spectacle ? Bah oui, sauf qu'après, quand on a vu qu'un spectacle et qu'on voit les gens au pouvoir, on dit ah ouais, mais il n'y a pas dit comme ça. Et c'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, il faut que la politique soit des engagements sérieux et puis qu'on arrête d'être effectivement au spectacle. Parce que surtout que le spectacle qu'on voit en ce moment, il n'est pas terrible. Voilà. Merci Olivier Nicolas. Nous aurons l'occasion de nous revoir pour parler effectivement proposition, effectivement programme. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour d'autres émissions. Excellente soirée à vous.